very healthy. Ok. Oui. Haha. Alors, anorexique et friend. C'est très intéressant. Donc, on a déjà, je pense, parlé d'amitié. Absolument. Mais tu m'as pas dit si on était toujours amis d'ailleurs. Toi et moi? Oui. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a même... Donc on croque la même pomme. Ah oui, on peut dire. Oui. Mais c'est en même temps, la pomme a une ruse de la gestalt, donc je la laisse de côté. Je la laisse de côté et je vais me nourrir de ces... Il y a quelque chose dans le vol anorexique? Il y a des magic beans. Donc il y a des... Magnifique. Ouais, voilà. Il y a des bonbons. Ils ne bouffent pas de bonbons, les anorexiques? Qu'est-ce qu'ils bouffent? Des pilules? Ils bouffent rien? C'est quoi? Ils ne devraient pas. Et en même temps... C'est mal. Ouais. Il y a des écarts de conduite. Et qui sont suivis de punition, d'auto-punition. Suivis de punition, d'auto-sacrifice, de discipline encore plus forte, de durcissement. Est-ce que tu penses que convier au dîner futuriste dont tu parlais tout à l'heure, des anorexiques, leur interdire d'avoir accès à la nourriture, mais de les nourrir spirituellement avec les essences de gigot et de machin. Extrêmement cohérent. Je pense que c'est extrêmement cohérent parce que ce que je trouve, par exemple, dans le discours anorexique, surtout dans le discours anorexique comme il se décline en ligne aujourd'hui dans les communautés pro-ANA, est cette idée, en gros, de vouloir tous les avantages de la nutrition actuelle, pas de la nourriture, mais vraiment du discours nutritionniste. Donc minéraux, tous les avantages en termes de alimentation qui va aider la perfection physique. Je vais avoir un corps parfait grâce à ce que je mange. Et donc ça, c'est la promesse du discours nutritionniste actuel. Et en même temps, oui, donc justement en faisant un tri ou en choisissant un certain régime qui est justement une idée d'une certaine trajectoire à travers ce monde merveilleux, ce territoire de mai. Mais en même temps, tous les avantages et aucun des désavantages qui vont avec la nutrition. Donc tout l'élément de mortalité qui est associé au fait de devoir se nourrir chaque jour et tout le fait qu'à chaque fois on est renvoyé au fait qu'en tant qu'être humain, en tant que corps humain, on a des limites. Et ces limites-là, il faut quand même les respecter parce qu'on ne peut pas vivre sans eau, on ne peut pas vivre sans dormir. On est extrêmement limité en tant qu'être vivant par rapport à d'autres êtres vivants qui arrivent à durer et à avoir des longévités incroyables. D'ailleurs, c'est complètement fascinant. C'est aussi fascinant, par exemple, parce que dernièrement, je suis très, très intrigué par la figure de la nutrition royale. Voilà. Donc, le roi de France, par exemple, Louis XIV. Qu'est-ce qu'il vous fait, Louis XIV? Et là, on découvre, par exemple, que ce qu'il pouvait manger, c'était moins lié à son appétit, mais plutôt à la mise en scène de son appétit royal. Il doit être un prince qui nourrit la nation, mais en même temps, il doit être un prince qui ne peut jamais se montrer dépourvu d'appétit. Il doit montrer toujours qu'il a faim, qu'il mange au-delà de ce qu'il pourrait ingurgiter. Et donc, du coup, même quand il était mourant à la fin de sa vie et qu'il aurait carrément préféré ne pas manger autant, Louis XIV devait toujours surconsommer des mets qui d'ailleurs étaient extrêmement complexes. Et en plus, on se retrouvait face à quelqu'un qui avait perdu ses dents, je pense, à 30 ans, un truc comme ça. Donc il devait manger... je ne sais pas s'il aurait pu manger... C'était une souffrance royale pour assumer le spectacle de la dévoration monarchique. Et une souffrance pour déjouer laquelle il avait inventé un ensemble de stratégies qui étaient justement des stratégies de mise en scène et qui quand même avaient à faire par exemple avec des produits de ce type-là, parce que c'était un grand... il avait cette réputation d'être un grand gourmand parce qu'il se nourrissait surtout de desserts. C'était tout simplement les choses qu'il arrivait à avaler. Voilà, donc des meringues, des gelées, des trucs extrêmement sucrés, des fruits. Et ceci, en réalité, a provoqué le diabète, qui a provoqué la gangrène, qui l'a tué à la fin. Mais le corps royal a été, d'une part, façonné
au niveau de sa taille, au niveau de son poids, mais aussi au niveau de son destin, son destin en termes de santé, a été façonné par ce qu'il était autorisé à manger, ce qui n'était pas autorisé à manger. Alors ça me fait interpréter une recette que j'avais vue du cuisinier de Louis XIV qui s'appelait Delaporte, qui avait inventé une recette du dindon servi vivant, cuit, mais vivant. Et j'imagine qu'en apportant un dindon en train de se débattre dans les dernières contusions de sa vie, mais qu'on pouvait dévorer par la surface, c'était très complexe, il décrivait comment il fallait verser de l'eau sur la tête du dindon dodelinant dans la casserole. J'imagine qu'en apportant ça, ça devait détourner l'attention du roi sur le dindon. Parce que le spectacle du dindon vivant dévoré, c'était quelque chose de tellement inouï que Louis XIV pouvait sans doute ne pas manger à ce moment-là. Mais justement, il y a tout un ensemble de mets qui, à l'époque déjà, enfin, à l'époque surtout, étaient mis en scène. Et d'ailleurs, la gastronomie a été longtemps une branche de l'architecture, parce qu'il s'agissait de créer des décors extrêmement complexes. Et cette recette, disons, du dindon vivant ressemble d'une manière extrêmement bizarre avec une autre préparation que j'ai lue justement dans ce livre de la cuisine futuriste de Filippo Tommaso Marinetti, qui était le pollo Fiat. Pollo, c'est le poulet. Fiat, c'est le producteur de voitures, d'automobiles italiennes. Et donc, il avait inventé un poulet qui était cuit avec des vis et des morceaux de voitures dedans. Et donc, du coup, l'idée c'était de créer une espèce de poulet cyborg. Voilà, enfin, il restait l'armature une fois qu'on l'avait dévoré. Il restait plutôt l'ensemble, mais si tu veux, les composantes mécaniques, ils étaient imbibés de sauce, donc au moins il fallait les sucer. Sucer le boulon. Voilà, et après cracher le boulon comme on crache par exemple le noyau d'une pêche. Voilà. Oui, c'est vraiment magnifique. Mais il y en avait de vraiment bizarres dans ce livre. Par exemple, il y avait, je pense que le nom était le cochon excité. Donc, en gros, il s'agissait il l'avait appelé comme ça en italien. En gros, c'était du porc servi dans une sauce de parfum, en réalité de haute Cologne, je pense. Et donc, voilà, il fallait... Et de café, voilà. Donc, café, parfum et viande. Ouais, effectivement, c'était absolument impossible à manger. Mais du point de vue de... Toujours dans le but de créer des sensations olfactives et empêcher les gens de manger, faire des plats empoisonnés, c'est encore plus sûr. D'ailleurs, ça me rappelle la pomme que tu as enlevée tout à l'heure. Il y avait un film pendant l'occupation, qui a été tourné pendant l'occupation, qui s'appelait Les Visiteurs du Soir. C'est un film classique français. Et il y a un banquet, ça se passe au Moyen-Âge. Il y a un banquet, cette scène de banquet est très importante dans le film. Et il se trouve que tous les fruits qui étaient sur le plateau avaient été empoisonnés de façon à ce que les figurants, les acteurs affamés pendant l'occupation ne les mangent pas. Ah, ok. Ne les mangent pas. C'était pour l'image et effectivement pas pour être mangé en vrai. Et c'est un peu le repas futuriste de Marinetti, mais c'est pas Marinetti. Tout à fait, c'était Marinetti. C'est Marinetti, bon. Il faudrait finalement un temps de guerre, d'une certaine façon, pour amener les gens à vivre cette chose-là. Mais lui, Marinetti en l'occurrence, il était vraiment complètement... Guerrier, d'ailleurs, non ? Il était obsessionné par l'idée de la guerre. Et en réalité, il a combattu dans 2 guerres mondiales, toujours du mauvais côté, bien sûr, enfin, du mauvais côté, du côté... C'est ça, le futuriste, c'est du mauvais côté. Oui, évidemment. Et, comme les Italiens en général, je veux dire. Enfin, être du mauvais côté, je pense, est une caractéristique nationale. Mais, que disais-je Mais tous du même côté quand il est mauvais. Comment ? Mais tous du même côté quand il est mauvais. Ou presque. Non, plusieurs côtés... tous plus ou moins mauvais, plus ou moins mauvais, hein, parce que quand même, si tu penses à la situation actuelle, il y a bien sûr le côté de ce monsieur qui commence par B, qui est déjà un mauvais côté, mais ses opposants, disons l'éventail de ses opposants, parce que maintenant il y a toute une nation qui est contre, l'éventail de ses opposants sont difficiles à défendre quand même, hein, parce que entre la soi-disant gauche italienne et la sans soi-disant, mais l'ultra-droite italienne, voilà, quand même, on est bien servi. Mais est-ce qu'une démocratie ne se porte pas mieux quand tout le monde est d'accord pour penser qu'on est tous mauvais, plutôt que de penser que certains sont excellents? Bon, déjà, je pense que définir l'Italie, parler dans la même phrase d'Italie et démocratie, c'est abusé. Donc, une minute pour changer de sujet. Sur le bol anorexique. Merci. Pourquoi tu as choisi le bol anorexique?
parce que c'est quelque chose sur laquelle je travaille, l'anorexie. Quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui a traversé la vie de plusieurs personnes que je connais. Et je pense que si je devais choisir vraiment la pathologie occidentale, j'insiste sur ça, je dirais que l'anorexie est en général un ensemble, une galaxie de troubles alimentaires de ce type définissent bien non pas notre identité, mais notre être au monde, en tant qu'occidentaux, voilà. Et que notre rapport à la bouffe, je prends un dernier, voilà, est défini par cela. Antonio Casilli.